9h24. Depuis environ un an, je vous ai souvent parlé ici à cette antenne, dans la presse, des dangers des écrans sur le cerveau des enfants. Quand je dis enfants, là, c'est autant les enfants du CPE, de la maternelle, du primaire et du secondaire aussi. Et c'est un Américain qui s'appelle Jonathan Haidt qui m'a ouvert les yeux. Il y a un article qui a été publié dans un magazine américain qui était le condensé d'un livre à paraître. Ce livre-là s'appelle « Génération anxieuse », paru en français là, il y a quelques semaines. Et ce livre-là, dans la version française, la préface est faite par un docteur que vous connaissez bien, docteur Jean-François Chicoine, médecin psychiatre, qui est en studio. Bonjour Jean-François. Médecin pédiatre, salut Patrick. Je reste pareil. Tu restes pareil? Oui. OK. Écoute, d'abord, Jonathan Haidt, explique aux gens qui c'est. C'est un psychologue social. C'est un psychologue qui s'occupe moins des individus que des déterminants de la société, ce qui est déjà intéressant parce qu'on s'intéresse beaucoup à la psyché de chaque individu et à leur trajectoire de vie. Mais là, la quantité de problèmes au niveau de la défavorisation, de l'environnement, de l'éducation sont tellement importants que lui, il a tout ramassé ça, puis il fait ça. Il a déjà travaillé même sur l'importance de la beauté dans la vie. C'est intéressant ce qu'il dit sur ce qu'il appelle le AWE, la beauté, qui est quelque chose qui fait du bien à l'être humain, qui le mobilise. Et là, il travaille avec une équipe importante de chercheurs, d'autres psychologues depuis quelques années sur les nouvelles technologies, sur surtout la portabilité des appareils et les réseaux sociaux récemment, qui, pour lui, ont vraiment changé les déterminants depuis 2008-2010. C'est-à-dire qu'on a eu une époque avant, on a eu la télévision, on a eu les jeux vidéo, mais depuis que les appareils sont portables, que le smartphone a été inventé, le téléphone cellulaire, et qu'il y a des réseaux partout, dans la chambre à coucher, à l'école, dans la salle à manger, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui était changé chez les enfants, chez les familles, chez les ados. Et il semble que c'est une des thèses, là, que la montée des téléphones chez les jeunes, dans la société, mais chez les jeunes en particulier, c'est aussi la montée, on peut mettre la date presque, là, la montée de l'anxiété généralisée chez tant de jeunes. Clairement, dans les 10-15 dernières années, toutes les études démontrent qu'il y a plus d'anxiété, plus d'états dépressifs, plus aussi de troubles de comportement, de dérégulation, d'agressivité, plus de mal-être chez les jeunes, les très jeunes et beaucoup chez les adolescents. Ce qui était difficile pour lui, c'était de faire l'association entre deux phénomènes. C'est pas parce que deux phénomènes évoluent dans le même sens qu'ils ont nécessairement un lien de cause à effet. Moi, je cite souvent l'augmentation du salaire des prêtres à Chicago avec telle ou telle chose. Alors, dans son livre, il a essayé de voir et d'isoler certains facteurs pour bien relier les réseaux sociaux, notamment aux problématiques de santé mentale des adolescents. Donc, il y a ce qu'on fait dans les écrans qui peut occasionner de l'anxiété, mais la thèse de Haidt, et là, Jean-François Chicoine, tu y fais écho, puis tu ajoutes là-dessus dans ta préface, c'est aussi le temps qu'on passe des écrans, on le passe pas dans le réel, en 3D, à jouer au parc, à jouer dans le cours, à jouer avec d'autres êtres humains, et ça aussi, ça crée de l'anxiété. Oui, alors qu'on n'est plus dans une société dans le réel, on est dans une société dans l'irréel. Et dans le réel, les enfants et les adolescents ont besoin de différents déterminants qu'on connaît. D'abord, ils ont besoin de bien dormir. Et ils dorment 1 heure de moins que la décennie précédemment parce qu'ils sont sur les écrans ou très tard ou ils pensent que le cellulaire va sonner ou quoi. Ils ont besoin de jouer, alors de jouer librement, en bas de 5-6 ans, 2-3 heures par jour. Ils ont besoin de se coltailler, de faire des batailles de boules de neige, d'avoir des jeux à risque, alors qu'on a une société qui tend à l'interdire de plus en plus puis à les protéger de plus en plus. Ils ont besoin de lire. Alors, il y a à peu près 4% de lecture par rapport aux jeux électroniques et puis à la consultation des réseaux sociaux. Ils ont besoin de relations humaines. Ils ont besoin de parler à quelqu'un, de toucher à quelqu'un pour développer des neurohormones, pour développer une réaction comme tu es en train de me faire, Patrick. Je vois par tes yeux que tu m'écoutes. Alors, quand vous êtes juste sur une machine à vous parler à vous-même, vous vous parlez trop à vous-même et vous précipitez des éléments d'anxiété et même
de distorsion cognitive, c'est-à-dire des troubles de l'image corporelle, les troubles alimentaires, et puis il y a même eu des épidémies de tiques ou de Gilles de la Tourette. Donc, ça devient extrêmement confondant pour beaucoup de jeunes dont le cerveau, je le répète, est encore en développement. Doc, les parents qui nous écoutent, là, je suis certain qu'ils se reconnaissent dans ce que tu dis. Les parents qui nous écoutent tentent de contrôler l'accès au téléphone, l'utilisation du téléphone. Toi, là, tu reçois des parents, des enfants qui utilisent trop le téléphone. Comment ça se passe dans le cabinet et qu'est-ce que tu dis aux parents et aux enfants? C'est à peu près le sujet le plus difficile à aborder en pédiatrie après 40 ans de pratique. Ah oui? Parce que chaque parent se sent coupable, mais vraiment particulièrement. Et chaque parent a été attaqué par ces réseaux sociaux-là d'une manière transversale. On pensait que c'était le fun, que c'était utile, que ça communiquait, ce qui est vrai, que c'était divertissant, que ça permet plein de choses, mais personne n'avait vu venir le fait que ça serait aussi intrusif dans leur vie, dans leur technoférence, leur rapport avec leurs enfants et dans la vie de leurs enfants et leurs adolescents. Donc, il faut déculpabiliser cette situation-là pour dire, ben là, on repart à zéro et puis, ben non, il n'y en aura pas de cellulaire ou non, il n'y en aura pas de réseaux sociaux ou oui, il faut les couper et oui, il faut les contrôler puis oui, il faut écrire aux autres voisins pour dire non, il ne regardera pas Call of Duty à 8 ans. Oui, il faut aller à l'école pour dire on n'en veut pas de cellulaire dans les écoles et tout. Donc, il y a une grosse mobilisation parentale qui est importante. Il y a beaucoup, je t'entendais tout à l'heure, il est difficile à traduire le mot empowerment, là, empuissancement. Oui. Il faut leur redonner le contrôle de leur famille, de leur vie et je dirais de leur jugement parental et de la situation morale qu'on est en train de vivre. Chaque fois que je parle de ça, ici à cette antenne, dans la presse, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire les parents, ils ont juste à dire c'est fini le téléphone. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une habitude qui c'est comme une méshabitude. Tu sais, je veux dire, oui. C'est une habitude qui s'est installée dans la maison ou dans la façon de faire. Donc, il faut retourner en arrière. Et puis, quand les enfants, ils sont ouverts au dialogue là, à 7, 8, 9, 10 ans déjà, et je pense qu'il faut admettre des fois comme parent devant l'enfant pour dire, ben, on a voulu que ça soit plus vrai, on a voulu bien faire, puis là, on est en train de lire telle ou telle chose, puis on s'aperçoit que ça pourrait expliquer ton anxiété ou la diminution de tes notes, ce qui est vrai, ou le fait que tu joues pas avec tes amis, ou le fait que tu veuilles pas aller marcher dehors ou que tu fasses moins de sport. Tout ça est fun. Ce qui est facilitant, Patrick, depuis quelque temps, c'est le contrôle trumpiste des GAFAM. C'est-à-dire que je dis aux adolescents de 9, 10, 12 ans, est-ce que tu acceptes, toi, d'être contrôlé par Trump, par Elon Musk et tout? C'est eux les grands propriétaires de ce que tu revois, ce que tu regardes dans 90% du temps. Parce que cette monoculture-là, états-unienne, qui s'est développée chez les jeunes, elle est extrêmement inquiétante. Et là, je suis tout à fait le milieu culturel québécois, canadien, francophone. Il faut absolument intervenir pour les amener à réaliser qu'il y a autre chose dans la vie que de faire du dumb scrolling ou de partir dans la lune ou en hypnose sur un écran. Puis ça marche, cet argument-là, quand tu dis ça à des ados? Quand l'attachement est installé entre l'adolescent et ses parents, quand le lien entre les parents et les adolescents est bon, c'est plus difficile, par exemple, s'il y a un immense conflit parental et puis les parents ne se sont pas entendus sur la chose, mais c'est quelque chose qu'il faut construire. C'est aussi important que de donner à manger, donner à boire ou de prévenir certaines agressions. Doc, parlons de la petite enfance, OK? Oui. Maternelle, avant la maternelle, oui. Est-ce qu'un enfant devrait toucher à une tablette? Non. Clairement, les États-Unis disaient, parce que j'ai de la difficulté à les prendre comme référent maintenant, jusqu'à 2 ans, pas d'écran. La France, facilement jusqu'à 3 ans, pas d'écran. Plusieurs experts, par exemple les pédiatres ambulatoires en France, Boris Cyrulnik, le grand éthologue et psychiatre, dit pas avant 6 ans. Alors très clairement, avant l'âge de 3 à 6 ans, c'est pas d'écran pantoute. Entre 3 et 6 ans, si on fait une petite demi-heure avec son parent sur une tablette, si on regarde le FaceTime ou Messenger avec un grand-parent, mais toujours accompagné d'un adulte. Si on regarde des dessins animés moins d'une demi-heure ou une émission comme Passe-Partout, une demi-heure, 1 heure, c'est correct. Mais ils n'en ont pas besoin. Un enfant va aller mieux s'il ne regarde pas du tout d'écran avant l'âge de 6 ans. Je répète, un enfant va aller mieux au niveau
de son développement, c'est-à-dire au niveau moteur, de sa motricité, comment écrire, comment faire quelque chose, parce qu'il aura joué plus à la place. Et mieux au niveau de son langage, un meilleur phrasé, un meilleur vocabulaire, une meilleure façon de s'adresser à l'autre. Et il va aller mieux au niveau de son empathie. Très clairement, toutes les études qu'on a déjà mises de l'avant au niveau des télévisions et ensuite des tablettes et puis ensuite des téléphones montrent que plus les enfants sont exposés à des écrans en 2D plutôt qu'en 3D rapidement, moins ils sont bien dans leur peau. Alors, avant de parler de santé mentale, on peut parler de santé développementale. Alors, et de santé numérique. Et de santé numérique, parce que pourquoi faire autant de tests de dépistage pour des retards de langage, des retards moteurs, des crises à 3 ans, 4 ans dans les CPE, alors qu'on ne contrôle pas la situation? C'est comme si on s'en allait dans une société où on traiterait de plus en plus de cancer du poumon, mais on ne voudrait pas faire le lien avec la cigarette. Pour toi, c'est la même chose. Écran, problème de comportement, d'anxiété, c'est comme tabac et cancer. C'est la même chose et c'est plus grave parce qu'on parle d'enfants, mais je suis pédiatre. Alors, c'est sûr que quand on tue l'anticipation, le désir d'une population en croissance, on tue une société. Et j'ai assez de vécu, d'expérience, puis je travaille encore pour dire que pour donner un sens à nos familles et à la société québécoise, il faut intervenir d'une manière urgente là-dessus. Urgente. Jean-François, toujours un plaisir, toujours Merci. trop court. Merci d'éveiller les consciences Merci. sur les écrans et nos jeunes. C'était Dr Jean-François Chicoine, qui est pédiatre au CHU Sainte-Justine. Il signe la préface d'un livre important, très remarqué aux États-Unis, qui vient de sortir en traduction, Génération anxieuse, de Jonathan Haidt. Il est 9h presque, Salut. 36 minutes. Salut Jean-François.